Bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans la panse de Log, un balado en 3 parties qui s'efforce d'explorer l'influence possible des politiques publiques sur les émotions des locataires qui vivent dans la précarité. Mon nom, Alex Blaise. Je suis étudiant-chercheur au cycle supérieur de l'Université de Montréal, avec une spécialisation dans le champ de la communication politique. Co-créé et co-animé avec Julie-Émilie Debord, ce balado est une adaptation audiophonique de mon mémoire de maîtrise en recherche-création. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier et logistique du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, mieux connu sous le nom du CRASH. Synopsis démembrement partie 2. Alex rentre chez lui à la suite de la première audience pour la demande subséquente du propriétaire, Del Piero. Il entame alors une discussion avec sa conjointe, Julie. Quelle est donc cette chose qui me pèse à ce point? Un éclair de lucidité ouvre une brèche dans ma conscience. J'ai honte. De l'autre côté de la porte, bruit de pas décroissants. D'un coup, s'accélère mon pouls. J'ai laissé tomber ma conjointe. J'aurais dû mieux la défendre face à ce satané rugisseur. Aurais dû mieux me défendre, aurais dû insister. Je me suis écrasée, dégonflée. Pourtant, on avait planifié l'audience pendant des heures, plein d'optimisme, Julie et moi. Ce sentiment d'impuissance, où la réalité répond à notre appel de détresse par un rugissement hostile, est-ce le propre de toute condition humaine? Que j'aille droit au but? D'accord, allons-y. Bien souvent, le social avilit l'humain. C'est d'ailleurs à ceci qu'on devine, entre autres signes, une époque décadente. La décadence, c'est l'impression farouche qu'au fur et à mesure, l'étoffe de notre humanité s'effiloche à feu doux sous le fardeau de 1000 humiliations qu'on finit par justifier collectivement. Camus a dit « La plaie qu'on gratte avec tant de sollicitude finit par donner du plaisir. » Sacré Camus. Encore des excuses, dites-vous? Quelle lucidité, ma parole. Vous m'avez démasqué. J'avoue, je me cherche encore des excuses. Mais nommez-moi une personne, une seule, qui ne s'en gave pas à notre époque. Autrement, vivre serait un gouffre tout bonnement insupportable. Je ponctue ce monologue à voix double d'une grande respiration. J'ouvre la porte de l'appart, longe le couloir. Mes pas s'alourdissent sur le plancher grinçant à mesure que j'avance. Odeur de café. Me voici dans la cuisine. Julie, assise devant une tasse qui fume, lit les goulags de la démocratie d'Angela Davis. Je m'assois à l'autre bout de la table. Elle renverse le bouton. Après avoir soufflé sur son café, elle me dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Pas très bien. Moment d'hésitation. Chargé du friseli des feuilles, un vent frais s'insinue dans la pièce par la porte entr'ouverte. Une mouche, posée sur la moustiquaire de la fenêtre, au-dessus de l'évier, épine notre conversation. Qu'est-ce qui ne s'est pas très bien passé? Elle avale une gorgée de café. Plusieurs choses. Silence. Son regard m'interroge avidement. Le juge a refusé d'écouter mes arguments. Il a ajourné la séance. Elle immobilise la tasse à mi-chemin entre la table et sa bouche restée bée. Repose la tasse. Pardon? Il a refusé d'écouter tes arguments? Tu veux dire... Je veux dire qu'au moment où je devais présenter mes arguments, il m'a interrompu. Et il a dit quoi au juste? Entre-temps, la mouche s'était rapprochée. Elle arpente la table. Par moments, elle se cabre et frotte goulûment ses pattes avant. Bizarre. Une mouche journaliste? Elle vient de dénicher un scoop. Si ça se trouve, demain, à la première heure,
cette conversation figurera à la une de tous les quotidiens à mouche. Il a dit quoi? Que mes arguments n'étaient pas recevables. Il m'a ordonné de me la fermer. Pas recevable? Mais pourquoi? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la raison. Julie fume des oreilles. Déception. Frustration. Colère. Et c'est même pas ça qui m'a dérangé le plus. Qu'est-ce qui t'a dérangé le plus? Le ton sur lequel ce salopard s'est adressé à moi. Sur quel ton? Un ton disciplinaire, menaçant, dégradant. Je me suis senti comme une merde écrasée sous une botte. Ça a remué des tas de souvenirs de mon enfance. Julie, en s'accoudant à la table. Ah bon? Explique-moi. L'espace d'une seconde, je suis redevenu cet enfant d'autrefois à qui mon père ordonnait, sur le ton de la foudre qui frappe, de se tenir à carreau. J'étais pétrifié et je retenais mon souffle de peur qu'au moindre mouvement, la toute-puissance de mon père ne me fasse léviter à coups de fouet. Une main chaude et attendrissante vient chevaucher la mienne. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te laisser y aller seule. Bah, tu racontes n'importe quoi, là. C'est moi qui ai choisi d'y aller seul. D'ailleurs, je préfère ça. Je veux surtout éviter le stress d'une audience dans un tribunal. Souviens-toi de ce que ton médecin a dit. Tu dois éviter le plus possible les situations stressantes. Je sais, mais... En tout cas, je me sens mal, même si j'apprécie. Le pire dans tout ça, le juge parlait au proprio avec beaucoup de respect. Un peu plus, et il lui ferait des courbettes. Tandis que moi, j'avais l'impression que je le dérangeais chaque fois que j'ouvrais mon clapet. Je me demande pourquoi. Je me suis demandé la même chose après coup. En fait, j'étais tellement déboussolé que je me suis même demandé si c'est pas parce que je suis noir. Ou si c'est pas parce qu'il est lui-même propriétaire. Ou peut-être ses parents. Ou peut-être autre chose. À vrai dire, je suis largué. Dès que j'ai fait allusion au racisme, la mouche s'est envolée à tire-d'aile, sans doute pour marquer son objection. Tu sais, Alex, je voulais pas te le dire, mais c'est en partie pour ça que je voulais t'accompagner au tribunal. C'est triste à dire, mais le fait d'être accompagné d'une femme blanche aurait peut-être fait une différence. Peut-être, peut-être pas. Les locataires, qu'ils soient noirs ou pas, ne subissent-ils pas le même sort au tal dès qu'ils sont précaires? Toutefois, la petite voix dans ma tête peut pas s'empêcher de se demander « Et si le juge avait raison d'agir comme il a fait? Et si moi, j'avais tort ?» Julie se redresse sur sa chaise. Aucun doute là-dessus. Elle est en colère. Comment je sais? Son accent occitan a refait surface. Ça n'arrive pas souvent. En théorie, rien ne justifie qu'il te parle ainsi. C'est tout à ton honneur de te remettre en question, mais dans un sens, ton raisonnement est peut-être, je dis bien peut-être, la preuve que tu as intériorisé malgré toi certaines formes d'injustice ou, à tout le moins, certaines pratiques injustes et dégradantes à ton égard, à force d'y être confronté. C'est ta façon de te protéger, je suppose. Intéressant, intéressant. Continue. La voix de Julie a retrouvé son calme. À mon sens, t'éprouves le besoin d'être raisonnable. C'est d'ailleurs un impératif social. Tu t'efforces de correspondre à une image que tu crois qu'on attend de toi. Tu veux surtout pas être ce noir déraisonnable et victimaire. Or, dans certaines situations, c'est pas la raison que ça prend, mais du courage. Du courage. La mouche s'était rapprochée, attentive au battement des lèvres de Julie. Attention, je dis pas que t'es pas courageux, mais que parfois, la chose qu'on vit est tellement absurde que ça prend du courage et du temps pour simplement admettre cette absurdité. La raison, si chère à nos yeux,
est souvent un obstacle majeur à cette admission parce que la raison est elle-même faite de préjugés. Eh bien, coudonc, tu devrais sérieusement songer à publier un essai sur le sujet. Tu veux que je me fasse crucifier sur la place publique? Merci, mais non merci. Crucifié? Pourquoi ça? Je suis blanche, je te rappelle. En théorie, je ne vis pas ta réalité comme tu la vis au quotidien dans ta chair et ton esprit. Une personne blanche peut-elle réellement comprendre ce que vit, par exemple, une personne noire ou une personne autochtone? Possible, oui, mais de manière assez limitée, je pense. Je peux imaginer, me mettre à ta place, mais parfois, se mettre à la place de l'autre est un acte réconfortant, narcissique en réalité. Ça nous rappelle que, fort heureusement, on n'est pas à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, tout confit de bonne volonté qu'on soit, c'est déjà prendre implicitement ses distances par rapport à sa situation. Ouais, t'as peut-être pas tort. Mais le racisme, pour moi, ça n'a rien de racial. Ce qu'on défend, c'est pas une couleur de peau, et encore moins une race, mais un idéal social. À mon avis, un noir n'a pas à se sentir particulièrement reconnaissant envers un blanc ou envers qui que ce soit parce que cette personne combat le racisme. Le racisme, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une plaie sociale. Noir, blanc, jaune, vert, violet, cacadois, peu importe au fond. Ça rabaisse l'humain en soi. Sur ce, Julie aligne quelques pages jusqu'au comptoir de la cuisine. Dispose la tasse dans le micro-ondes. L'appareil se met à ronronner. La tasse a pivoté. Pour revenir à ce qu'on disait, ça sert à rien de te prendre la tête, Alex. Tu sauras jamais pourquoi ce salopard de juge a fait ce qu'il a fait. Et en pratique, les arguments manqueront pas pour justifier raisonnablement ses agissements, aussi dégueulasses soient-ils. Tu connais cette chanson de Cabrel? Même la morale parle pour eux. Tasse à la main, Julie revient à table. Le courant d'air qui s'infiltre par la porte s'est encore rafraîchi. Au-delà de la ligne de l'horizon, de gros morceaux de nuages se meuvent comme un essaim d'assassins. Maintenant que j'y pense, le proprio a dit quoi pour la notif qu'il ne nous a pas remise? Exactement ce qu'on avait prévu. Qu'il ne savait pas qu'il nous fallait notifier la demande subséquente. Un employé du TAL lui aurait fourni la mauvaise information. Le juge a répondu quoi? Qu'il est désolé qu'on l'ait induit en erreur. Mais putain, c'est quoi ces conneries? Le juge a-t-il la preuve que le proprio dit vrai? Dans les documents du TAL, c'est écrit à je ne sais pas combien d'endroits qu'il faut envoyer la notification à l'autre partie. Cette excuse aurait-elle eu le même poids dans la bouche d'un locataire? C'est un manque total de respect envers toi, envers moi. Quoi? Le juge pense qu'on est trop con pour faire ce raisonnement? Ou il en avait rien à foutre de notre gueule à ce point? Julie, calme-toi s'il te plaît. Le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Souviens-toi de ce que ton médecin a dit. Je suis franchement dégoûtée. T'as pas idée. Faut porter plainte contre ce salopard. Et tu crois que cette plainte a la moindre chance d'aboutir? Ce serait ma raison contre celle du juge. Que vaut ma raison en l'occurrence? À en croire une fable de La Fontaine? Rien du tout. Te rends-tu compte d'à quel point c'est grave? Ça veut dire qu'un propriétaire peut se permettre de ne pas respecter les prescriptions du TAL et s'en tirer à bon compte? Tu m'étonnes que tant de locataires renoncent volontiers à aller au TAL pour faire respecter leurs droits. Ou ce qu'il en reste. À quoi bon? Sérieusement? En fait, ces locataires démissionnaires sont plus lucides que toi et moi. Ils gagnent du temps et de l'argent tout en s'épargnant une bonne dose de mauvais sang. Un orage éclate à proximité. Oups, méprise. C'est la toux caverneuse de notre voisine de palier. Sa voix grave fait des tonneaux dans l'espace. S'ensuit aussitôt un remugle de cigarettes. Julie se retourne vivement
et ferme la porte derrière elle. Julie, tapotant la table. C'est grave, vraiment très grave. Le TAL est une institution publique censée garantir la protection des droits fondamentaux à tous. Ça dépend de ce que l'on entend par tous et fondamentaux, je présume. Alors, quelle confiance peut-on accorder à une telle institution? Est-il même sain d'esprit d'accorder sa confiance à une institution pareille? T'imagines la détresse des gens? Ce sont des familles entières, des personnes comme toi et moi, qui paient les pots cassés. Dans ce cas-là, dis-moi, comment tu fais pour te protéger du TAL? C'est une chose terrible quand ton protecteur attitré devient ton pire bourreau. Puis, secouant encore la tête, Julie. Tu sais ce que je trouve le plus déprimant? C'est des gens, somme toute, des mères, des pères, des sœurs, des frères, des filles, des fils, qui ont décidé qu'il valait mieux que d'autres mères, d'autres pères, d'autres filles, d'autres fils soient à la rue pour gratouiller quelques sous ici et là. Et je parle pas que des propriétaires. Pendant un court instant, à travers les lucarnes embuées de son regard, j'ai cru entrevoir le vent de ses pensées changer sensiblement de direction. Julie, hochant la tête. Il y a une chose qui me pâtera toujours. On vit à une époque remplie de paradoxes. Je sais que toutes les époques ont leur lot de paradoxes, et sans doute que d'autres personnes, à d'autres époques, ont déjà dit ce que je dis là, mais je me demande tout de même si, dans l'histoire, il y a déjà eu une époque aussi chargée en paradoxes que la nôtre. À quoi tu penses? À la discussion qu'on a eue l'autre jour. À quel sujet? Au sujet de la FTQ. Ce mastodonte syndical se targue de défendre les intérêts des travailleurs, mais utilise l'argent des travailleurs pour mettre des travailleurs à la rue. N'est-ce pas foutrement paradoxal? Autre moment de silence. Julie semble farfouiller dans quelques recoins de ses pensées. Attends, tu parles du fait que la FTQ est un fonds d'investissement qui finance des projets immobiliers à but vachement lucratif? Oui, précisément. En finançant ces projets immobiliers, elle engraisse les requins qui vont bouffer la laine sur le dos des travailleurs, surtout les plus précaires. En l'occurrence, elle contribue à aggraver la crise du logement. Tu donnes aux travailleurs dans une main et avec l'autre main, tu leur arraches un bras. C'est plus ou moins mon feeling, oui. Tu sais, je dis ça, mais le pire, tu sais quoi? Non, dis-moi. C'est la FTQ qui gère mes REER. Et je serais insatisfaite si ces rendements venaient à diminuer. Et donc? Et donc, d'une certaine manière, par mes choix, je contribue personnellement à ce désastre social qu'est la crise du logement et à tant d'autres désastres. Nouvelle interlude de silence. Que faire dans ce cas-là? Que faire? Tu veux la réponse cynique ou la réponse sincère? Les deux? La réponse cynique. Vaut mieux éviter d'y réfléchir tout bonnement. La réponse sincère. Je sais pas quoi faire. Je suis larguée, prise dans un genre d'engrenage infernal à tout égard. Si j'arrête de faire affaire avec la FTQ, c'est moi, et moi seule, qui serai perdante. Je trouve pas de meilleur rendement sur le marché. J'hypothéquerai mes projets de retraite. Et pour quel résultat? Dans quel but? D'ailleurs, tu vois, c'est pile poil le type de raisonnement qui renforce le statu quo. Et même si toutes les personnes qui font affaire avec la FTQ disent « Ça suffit, FTQ, nous ne voulons plus que tu investisses notre argent dans ce type de projet », que va-t-il se passer ensuite? J'en sais rien. Explique-moi. Eh bien, on aura rendu service aux concurrents de la FTQ qui évoluent dans cet écosystème pourri. Ils y verront une brèche et que feront-ils à ton avis? Ils vont s'empresser de s'y engouffrer. Le frigo, muet jusqu'ici, remplit soudain le silence d'un bourdonnement plaintif. À mon échelle, quels sont les choix que j'ai? De quelque côté que je regarde, au vu de la situation, je vois pas d'alternative viable. J'ai beau hurler à plein poumon, marteler ma poitrine à coups de poing, m'arracher les cheveux, me cogner la tête contre les murs.
aucune issue. À mon avis, ça prendrait une prise de conscience collective assez brutale pour que les choses commencent à changer. La prise de conscience suffit pas en elle-même. Des tas de gens sont parfaitement conscients de la merdicité du monde, mais ils font rien. Ils savent très bien que notre société est en train de couler, qu'elle a percuté l'iceberg de plein fouet. Regarde, moi par exemple, je suis consciente de toutes ces choses. Je suis consciente que la compagnie pour laquelle je bosse prend quotidiennement des décisions néfastes pour l'économie, néfastes pour l'être humain, néfastes pour l'environnement. En même temps, c'est grâce à cet emploi que je touche un salaire. Ce même salaire qui m'empêche d'être à la rue, de crever la dalle, qui me permet de payer mes factures, de vivre. Non, rectification, de vivoter. Je pense que, devant l'ampleur et la sévérité du désastre, l'être humain devient défaitiste pour mieux encaisser les chocs successifs. Et c'est comme ça que le pire finit par triompher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois. Moment de silence. Dans l'intervalle, le frigo s'est tu. Ça prend beaucoup plus qu'une prise de conscience collective brutale ou pas brutale. Ça prend au moins des actions collectives et perturbatrices, qu'importe. Une volonté radicale de changer nos modes de vie, nos imaginaires, notre rapport les uns aux autres, individuellement et collectivement. À supposer que ces changements, salutaires ici, causeront pas que misère et hécatombe ailleurs. Malheureusement, Julie, Excuse-moi de te couper en sautant du coq à l'âne, mais je viens de penser à quelque chose et je veux pas oublier. Quoi donc? Dans les documents du TAL, c'est écrit que le proprio a 45 jours pour nous envoyer la notification. L'audience d'aujourd'hui s'est tenue à la 43e. Si on s'était pointé en cours 3 jours plus tard, la demande aurait été rejetée. Or, le proprio a dit qu'il ne savait pas qu'il fallait nous notifier la demande. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui, presque mot pour mot. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de nous envoyer la notif de toute façon. Donc je m'explique mal les raisons pour lesquelles le juge n'a pas fermé le dossier. Et depuis quand le fait d'ignorer la loi constitue un argument de défense recevable? En fait, les documents du TAL étaient encore plus formels. Si ma mémoire est bonne, ça disait que le proprio devait fournir la preuve de notification à l'audience sous peine de voir sa demande rejetée. Ce qui veut dire... Le thème d'une sonnette se répercute dans l'appartement. Julie, se dirigeant vers l'entrée. Ce doit être l'épicerie. Je me surprends tout à coup à bâiller à table. Mes yeux piquent imbibés de larmes. À vrai dire, je n'ai qu'une envie, dormir.